Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Java. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la mise en œuvre de tests unitaires au niveau de vos programmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un test unitaire? C'est un test qui va permettre de vérifier le bon fonctionnement d'une partie de votre programme. Il faut savoir qu'en Java, on a un framework qui nous permet d'automatiser l'exécution de nos batteries de jeux de tests unitaires. Ce framework, vous le connaissez tous, j'en suis certain, ou en tout cas vous en avez tous entendu parler, il s'agit de JUnit. Ce n'est pas forcément le seul, il en existerait d'autres, mais JUnit a au moins l'intérêt d'être intégré de base à Eclipse. Je vous propose de faire quelques exemples, quelques manipulations pour comprendre l'intérêt de cet outil. Pour ce faire, on va repartir des exemples qu'on avait codés précédemment. Donc, je vais reprendre le chapitre où on avait travaillé sur la programmation orientée objet, et vous vous souvenez, on avait développé une classe Rational. Elle permettait de manipuler des fractions, un numérateur sur un dénominateur, et proposer quelques algorithmes, notamment l'addition de deux fractions, des comparaisons, la simplification d'une fraction, et ainsi de suite. Si jamais vous n'avez pas suivi le tuto précédent, les tutos précédents où je montrais ces exemples de code, vous pouvez récupérer cette classe directement sur mon site. Vous prenez un navigateur, vous allez au niveau du site cours.fr, vous allez dans la section Java, vous allez au niveau du tuto Java, et puis ici, dans les chapitres du tuto, vous localisez le chapitre sur la programmation orientée objet en Java, et plus précisément la première section, le premier chapitre. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous retrouverez l'exemple de code que je suis en train de vous présenter. Je vous laisserai le recopier et l'intégrer directement dans votre projet. Donc pour ma part, je l'ai déjà, mon code il est ici, et donc mon test unitaire va essayer de vérifier le bon fonctionnement de cette classe. Alors quand je dis mon test, c'est pas tout à fait vrai, il va y avoir un certain nombre de tests, mais je vais en tout cas déjà coder une première classe. Donc pour ce faire, regardez, tout est directement intégré au niveau d'Eclipse. Vous faites bouton droit, et vous demandez à obtenir un nouvel élément. Jusqu'à présent, on a souvent utilisé l'assistant classe qui me permettait d'insérer une nouvelle classe. À la rigueur, je pourrais continuer à travailler avec. Ce ne serait pas si problématique que ça. Mais disons qu'on a un assistant qui va rajouter un petit peu plus d'aide, d'accord ? C'est l'assistant JUnit Test Case. Et donc vous voyez, il y a une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît. Alors il faut savoir que JUnit, il a du passif, il a un historique, et il y a eu principalement trois grosses versions différentes de JUnit. Il y a toutes les versions antérieures à la version 4, donc de JUnit 1 jusqu'à JUnit 3 et dans ces dernières versions. Vous avez ensuite eu la lignée JUnit 4, et vous avez maintenant la lignée JUnit 5. JUnit 5, il est connu aussi sous le petit nom de Jupiter. JUnit Jupiter. Alors, pourquoi j'insiste sur ces trois variantes de JUnit? Parce qu'il y a eu rupture de compatibilité, c'est-à-dire que l'outil ne se manipule plus de la même manière, il ne fonctionne plus exactement de la même manière. Donc en fonction du projet sur lequel vous pourriez être amené à travailler, vous avez tout intérêt à bien prendre la bonne version de JUnit, parce que sinon les codes ne seraient pas identiques. Bon, sur un projet moderne, bien entendu, on va essayer de s'appuyer sur la version la plus récente. Dans ce tuto, je vais considérer uniquement JUnit 5. Si vous voulez de plus amples informations sur ce logiciel, je vous invite aussi à aller sur le site officiel. Si vous faites JUnit.org, vous retrouverez ici tout sur le logiciel JUnit. Là, vous avez la version actuelle, mais vous voyez, il y a encore des liens sur des versions précédentes, et notamment la version 4 à ce niveau-là. Bon, je vous invite à relire tout ça à tête reposée après ce tuto. Donc, on reste, nous, sur un JUnit 5, c'est très bien, et on va donc coder une classe de test. Le problème, c'est que si j'utilise l'assistant tel quel, d'accord, il va me mettre ma classe certainement au même niveau que les autres, et ça pourrait être embêtant. En général, on essaye de séparer les codes applicatifs des codes de test qui vont vérifier le bon fonctionnement de vos classes. Donc regardez, je vais temporairement fermer cette boîte de dialogue, on va y revenir. D'accord ? Ici, j'ai mon projet.
on a bien le répertoire SRC qui contient le code applicatif de mon programme. Très bien. Ce que je peux faire ici, c'est avant rajouter un source folder. J'étais dessus, je le cherchais, mais j'avais la souris dessus. C'est quoi un source folder? C'est quelque chose qui se présente comme le dossier SRC. C'est-à-dire que c'est un dossier qui va contenir des codes Java et qui donc devra être compilé, si vous voulez. Regardez, assez traditionnellement, les gens appellent un tel dossier test ou test au pluriel, comme vous voulez. Donc là, j'ai un nouveau source folder test. Comme ça, ici, j'ai mes codes applicatifs. Ici, je vais avoir mes codes de test. D'accord ? Et je peux, bien entendu, rajouter des nouvelles classes, quelle que soit la nature de ces classes. Ce que j'ai aussi pour habitude, c'est quand je fais du test de classe, c'est de conserver le même système de packaging. Si ma classe elle est en fr.cours.poo, c'est le cas de ma classe Rational, j'aime bien à ce niveau-là rester exactement dans le même pactage. Donc ici, je vais remettre un pactage du même nom, fr.cours.poo. C'est pour m'y retrouver. Et mon habitude, c'est de nommer ma classe de test avec à peu près le même nom que la classe que je veux tester. Sauf que derrière, j'y rajoute souvent le suffixe test, et donc ce qui va donner lieu à une nouvelle classe, donc de type, j'utilise l'assistant JUnit test case, et donc je crée ma classe Rational test. On est donc bien en JUnit 5, pas de souci à ce niveau-là. Il y a plein de possibilités de configuration ici, je vous montrerai certains éléments un petit peu après. D'accord, pour le moment, je vais me contenter de simplement créer une classe à vide et je vais faire finish. Le problème, c'est que JUnit, c'est un projet qui ne fait pas partie de Java. Il n'est pas livré avec la distribution officielle de Java. C'est un projet qui est développé par d'autres équipes. Il faut donc l'ajouter. Sauf que Eclipse vient avec JUnit. Dans Eclipse, vous l'avez. Donc, il va vous proposer, si c'est la première fois que vous rajoutez un test case JUnit, il va vous proposer de rajouter la librairie à votre projet. Pour le moment, dans les librairies utilisées, vous constatez qu'on a simplement un Java classique. C'est tout ce que j'ai. Regardez, quand je vais faire finish, il va détecter que justement JUnit me manque, et donc ici, il me propose de mettre à jour mon projet en rajoutant les dépendances nécessaires. Il vous dit, voulez-vous rajouter un JUnit 5 au niveau de ce projet-là, laissez-vous guider, faites simplement OK. Et normalement, la librairie a été rajoutée. Vous voyez ici, il m'a rajouté ma librairie JUnit 5. Et donc, je suis maintenant en capacité de l'utiliser au sein de mon projet. Parfait. Alors, qu'est-ce que va devoir faire cette classe ? Cette classe, l'idée, ça va être de faire des tests sur des fonctionnalités de ma classe Rational. Je vais aller vérifier le bon fonctionnement de certaines de mes méthodes. Pour ce faire, je vais coder des méthodes de test. Une méthode de test, comme vous le voyez, c'est une méthode assez classique, d'accord ? Sauf qu'elle doit être décorée avec une annotation. D'accord ? C'est mon annotation test. Cette annotation vient des imports qui sont juste au-dessus, et donc on a cet import. Alors, je me permets de faire une petite chose. Je vais revenir à ce code-là dans quelques instants, mais regardez, je supprime cet import au cas où vous auriez tout fait avec l'assistant classe et au cas où vous seriez parti from scratch sans forcément avoir quelques premières lignes. Dans ce cas-là, vous auriez tapé @test et là, il faudrait générer l'import. Donc, vous auriez peut-être envie de faire un contrôle espace. Et là, méfiez-vous, parce que selon les versions des projets que vous allez utiliser, il se peut qu'à ce niveau-là, vous ayez plusieurs tests qui apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'on avait aussi une annotation JUnit 4. D'accord ? Et donc, des fois, vous avez les deux qui apparaissent ici en simultané, et donc il faudra vraiment bien faire gaffe à quel est l'import que vous allez charger. Donc, si vous voulez être en JUnit 5, il faut forcément être dans org.junit.jupiter. D'accord ? C'est un petit point à savoir. Et si on gère mal cet aspect-là, on peut avoir des petites surprises. Donc là, vous voyez, j'ai mon JUnit 5. Mais regardez ici, j'ai malgré tout le jar de JUnit 4. Et si je viens dans org.junit à ce niveau-là, j'ai aussi une annotation test ici. Regardez, je l'ouvre. D'accord ? Là, je l'ai ouvert parce que j'ai un outil qui retrouve les codes sources et qui me réaffiche les codes sources. Comme c'est un projet open source, il a réussi à le télécharger. Dans tous les cas, j'ai bien ici une annotation, d'accord,
qui s'appelle test. Là, on a une déclaration d'annotation. Bon, ben celle-ci, c'est pas le bon pactage, hein. Donc, faites vraiment bien attention à bien cibler la bonne version de JUnit et donc le bon import. Bon, ben parfait, ici, l'import est correct. Ce test va pouvoir s'exécuter. Alors, ce test, on va dire, j'en ai strictement rien à faire. Ce que je vais me permettre de faire, c'est de retourner encore une fois sur mon site. Je vais cette fois-ci aller dans la section sur les bonnes pratiques de développement. Et donc, on en était à parler de ce chapitre. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des copier-coller. Je ne vais pas me compliquer la vie. Là, tout ce qui vient de passer, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais ici, ben, j'ai une première méthode de test que je vais considérer. Donc, qu'est-ce que fait cette méthode de test? Ben, elle est assez basique, hein. Elle crée un premier nombre rationnel. Donc, c'est R1, il vaut 1 tiers. Ici, j'ai un deuxième rationnel, il vaut 2 sur 1. Impeccable. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je cherche à faire une addition au niveau de ces deux nombres rationnels. Si je clique là sur le add, ben, il me ramène sur cette méthode. Et donc ici, ben, a priori, j'ai codé l'algorithme d'addition de deux fractions. La question, c'est est-ce que cet algorithme est le bon et est-ce qu'il calcule bien la donnée attendue? Bon, ben, du coup, ce que je vais faire ici, c'est que maintenant, je vais tester les résultats qui vont m'être calculés par l'addition qui est ici. Donc pour ce faire, je vais utiliser une méthode statique. Là, c'est un assert equals. Alors soit vous avez fait ici un import statique et vous avez chargé toutes les méthodes statiques de cette classe, solution 1, soit vous préférez utiliser une syntaxe plus traditionnelle, vous importez la classe assertion et vous invoquez la méthode statique dessus. Les deux syntaxes sont équivalentes, hein, vous faites comme vous voulez. C'est vrai que moi, souvent, j'ai quand même tendance à plutôt privilégier cette syntaxe-là. J'aime pas trop les imports statiques, mais bon, ça se discuterait, ce n'est qu'une histoire de choix. À la rigueur, ici, je laisse les deux syntaxes. Dans tous les cas, si on ajoute 1 tiers plus 2, 2 sur 1, ça fait 2, bah normalement, ça devrait calculer 7 tiers. On est d'accord, 1 fois 1, 1, 2 fois 3, 6, 6 plus 1, 7 pour le numérateur, et 3 fois 1, on multiplie les deux dénominateurs entre eux, ça devrait faire 3. D'accord? Donc ça, c'est mes valeurs attendues. Regardez, ici, je fais CTRL SHIFT espace, ça me permet d'avoir l'assistance sur les différentes signatures des méthodes assert equals qui me sont proposées. Bon, j'en ai un certain nombre. Dans tous les cas, indépendamment du type de la donnée que je vais utiliser, si vous regardez le nom du paramètre ici, on l'a appelé expected. C'est la valeur attendue. Le deuxième paramètre, actual, c'est la valeur constatée. C'est très important de respecter cet ordre-là. Si là, vous ne mettez pas les valeurs attendues, si vous avez mis les valeurs constatées, c'est-à-dire si vous permutez les deux paramètres, quand vous allez avoir une erreur, les rapports d'erreur qui vont être produits seraient un petit peu plus compliqués à interpréter et à comprendre. Donc si vous voulez facilement comprendre ce qu'il vous dit, il y a tout intérêt à respecter l'ordre de passage de ces deux informations-là. Donc c'est toujours la valeur attendue et la valeur constatée. Bon ben, je vérifie si j'ai bien 7 pour le numérateur du résultat qu'on vient de produire. Dans le même ordre d'idée ici, je vérifie que j'ai bien 3 pour le dénominateur. Ces choses-là vont déclencher ou non des exceptions, si vous voulez. Si tout se passe bien, ça va être muet. Mon test ne va produire aucun affichage sur la console. Par contre, s'il y a la moindre erreur, il y a une exception qui va être déclenchée. Et en vérité, on a une intégration de JUnit dans Eclipse qui va me permettre d'avoir un rapport, mais non pas textuel dans la console, ce serait pas très joli, mais on va avoir un rapport graphique. Vous allez voir, c'est assez joli, c'est plutôt sympa comme mécanisme. Regardez, je vais me contenter pour le moment d'exécuter ma batterie de test en sachant que cette batterie ne contient qu'un seul et unique test, donc c'est une petite batterie, mais je vais la lancer. Et vous voyez ici, je peux, sur mon script, je peux le faire à ce niveau-là, je peux faire run as JUnit test. Regardez, à partir du moment où vous avez fait ça, il y a un nouvel onglet qui apparaît ici à côté de l'onglet pactage. D'accord? C'est un onglet spécifique à JUnit. Bon, là pour le moment tout va bien. En gros, pour faire simple, vous avez la barre qui est ici en couleur. Soit vous avez de la chance
et vous avez une barre verte, dans ce cas-là, c'est que tous les tests sont en succès et que tout s'est correctement passé. Soit un seul de tous les tests que vous pourriez avoir là-dedans échoue, et ça suffit à mettre cette barre en rouge pour dire il y a un problème, ça ne marche pas. Bon, moi j'avais qu'un seul et unique test, il était assez basique. Bon, ben, ça s'est bien passé. Et donc sur la classe Rational Test, on a exécuté ce test addition et vous voyez, lui aussi il est en vert. Donc tout s'est bien passé. Au total, j'ai un test sur un qui s'est passé en succès, 0 erreur, 0 failure. Je vais revenir sur la différence entre erreur et failure dans quelques instants. Maintenant, regardez, je ne vais pas planter mon code, je vais plutôt planter mon test. D'accord ? Je vais imaginer ici que j'attendais 4. D'accord, je relance ma batterie de test. Bah, cette fois-ci, j'ai une failure, et en tout cas, j'ai bien ma barre en rouge pour dire le test a été échoué. D'accord. C'est quoi une failure? C'est quand il y a une attente particulière qui n'est pas validée. D'accord. Bah, ici, j'attendais 4, j'ai eu 3. Donc du coup, lui, il a considéré que c'était une erreur. D'accord. Et ici, vous avez le message, l'exception, le message d'erreur associé à ce test-là. Pour le moment, j'en ai qu'un, mais j'aurais vraiment pu en avoir plein. Donc à chaque fois, vous cliquez sur la méthode de test et vous avez ici l'erreur qui a été constatée. Et donc si on regarde, bah, il nous dit bien quoi? Qu'il attendait 4, sauf que bah, il a constaté 3. Ça a suffi à planter le test. Bon, je corrige mon problème, je remets correctement mon scénario de test et je peux relancer mon test. Si je veux le relancer, une autre manière de faire, pourquoi pas, ce serait de cliquer ici. Là, je peux faire un rerun, je peux relancer ma série de tests et la réexécuter. Bon, ben, on est de nouveau correct et donc il n'y a plus d'erreur. Vous avez vu, quand je sélectionne ici ma méthode de test, test addition, il n'y a plus aucun message d'erreur qui a été capturé. Alors, il faut savoir, des méthodes de test comme ça, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ben là, j'ai testé l'addition, je pourrais m'amuser à tester d'autres méthodes de ma classe. Regardez, ici, ben, je vais récupérer ce deuxième test. Il ne faut surtout pas oublier la notation, elle est très importante. D'accord ? Je me mets à ce niveau-là, je rajoute ma deuxième méthode. Ici, a priori, on va tester la simplification d'une fraction. Vous avez vu, là, pour me simplifier la vie, j'ai mis des calculs à base de nombres premiers. Bon, ce qu'on constate, c'est que mes nombres premiers n'étant pas divisibles, il n'y a pas d'autres facteurs à considérer. Et on a bien 11 et 13 qui sont communs à mon numérateur et à mon dénominateur. Donc si je simplifie ma fraction, si tout se passe bien, je dois avoir 5 fois 7, soit 35 pour le numérateur et 17 pour le dénominateur. Le reste devrait être supprimé. On a simplifié notre fraction. Bon, regardez, je fais un rerun. Cette fois-ci, j'ai 2 méthodes de test qui ont été exécutées. D'accord. Si je déroule ma classe, vous avez vu ici, je retrouve d'autres méthodes, toutes mes méthodes de test qui ont été exécutées, donc test addition, test simplify. Notez qu'à ce niveau-là, vous avez les temps d'exécution qui ont été constatés pour exécuter ces opérations, d'accord, et vous avez le temps total cumulé à ce niveau-là. Donc a priori, ces méthodes-là fonctionnent correctement. Alors, tester une classe, ça ne veut pas forcément dire que tester ce qui doit marcher. Ça veut aussi dire tester des fois ce qui ne devrait pas marcher. Quand je vous ai fait coder cette classe de nombres rationnels, c'était pas pour rien. C'était pour tester le principe d'encapsulation et j'avais donc volontairement choisi un type pour lequel j'avais des états interdits. On est tous d'accord, un dénominateur, il ne peut pas être nul. Donc si j'essaye de mettre 0 dans un dénominateur, ça ne marchera pas. Ma fraction ne sera pas considérée comme étant correcte. Ce que je peux essayer de faire ici, c'est de vérifier que je détecte bien des incohérences si jamais on me passe un dénominateur qui ne serait pas correct. Regardez, je descends un petit peu plus bas, je vais revenir sur ce qui est présenté ici un petit peu plus tard. Et donc, je vais récupérer cette troisième méthode de test. Je me place ici. Impeccable. Et donc, ce que je veux tester à ce niveau-là, c'est un bad denominator. Je veux tester un mauvais dénominateur. Et donc, vous voyez ici, j'y vais cash. Je suis assez violent. Je fais un new rational dont le dénominateur est 0. On se doute, ça ne va pas bien se passer. Alors, attention, parce que si jamais une exception remonte,
ça va pas bien se passer. Regardez, là j'ai commenté le assert throw, je vais y revenir dans quelques instants, d'accord. Et ici j'ai simplement dit, je fais un new rational avec une valeur incohérente. Je m'amuse à refaire un rerun sur ma procédure de test, sur mon ensemble de tests, et vous avez vu ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai bien une erreur. Cette fois-ci, c'est plus une failure, c'est une erreur. Une erreur, c'est quand il y a une exception qui n'était pas prévue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de assert qui a été violé, entre guillemets. Il y a simplement une exception qui n'avait même pas été anticipée et qui est remontée en dehors du test. Ça, pour lui, c'est une erreur. C'était un problème non prévu. D'accord ? Donc il ne faut surtout pas remonter des exceptions en dehors de vos méthodes de test. Sinon, vous allez planter votre batterie de test. Donc ce qui serait plus sérieux, c'est de se dire non, là l'exception, elle est attendue. C'est le cas nominal, c'est le cas normal d'exécution de ce scénario-là. D'accord ? Si j'envoie un nouveau rationnel avec un 0 en dénominateur, ça devrait me déclencher une exception. Alors vous le constatez, JUnit 5, un des gros changements, c'est qu'il a été orienté pour pouvoir profiter des lambdas. Donc ici, j'ai une lambda qui porte le code à exécuter, d'accord ? Bon, c'est une lambda classique, elle ne prend aucun paramètre, elle ne renvoie rien. De toute façon, le seul objectif, c'est de déclencher une exception. Par contre, on a le assert throw ici qui a la lambda à exécuter, mais il prend aussi en paramètre le type d'exception attendu. D'accord ? Donc vous mettez le type le plus précis d'exception que vous attendez. Dans le code actuel, sauf erreur de ma part, on doit déclencher des runtime exceptions. Je prends quand même soin de vérifier ce petit truc-là. Mais effectivement, là, je fais bien un new runtime exception. À l'époque où on avait codé ça, on n'avait pas encore vu comment créer nos propres classes d'exception. Donc j'avais fait très simple. Au pire, si vous avez une classe rational exception, imaginons, ici, vous mettez votre nom de classe à vous. D'accord ? Maintenant, je relance de nouveau ma batterie de test. On constate qu'a priori, tout se comporte correctement. Et donc, les cas connus d'erreurs qui doivent être détectés par ma librairie de manipulation de nombres rationnels sont bien correctement gérés. Donc, tout va bien. Bon, vous voyez, notre batterie de test, elle commence maintenant à être un petit peu plus riche. On a au moins 3 tests à exécuter. Ça me permet de pouvoir vous montrer 2-3 petites choses. La question, c'est comment je peux déclencher des tests. Alors, on a déjà une petite idée, mais je reprends un petit peu cette idée-là. Si je clique ici, je suis en ligne 10, d'accord ? Je suis au niveau de la classe. Je fais bouton droit, Run. Bon, vous notez, il m'a joué ma classe et tous les tests qui étaient contenus dans ma classe. C'est ce que je fais plus ou moins depuis le début. Mais regardez, peut-être qu'il y en a par inadvertance qui auraient fait ça là entre-temps. Donc faites bien attention. Si vous avez cliqué sur une méthode et que là je fais bouton droit, Run as JUnit test. Comme je suis dans une méthode, d'accord, il ne m'a exécuté plus qu'un seul et unique test, à savoir celui sur lequel j'étais. Les autres n'ont pas été rejoués. D'accord, il m'a exécuté que ce scénario de test-là. D'accord ? Donc du coup, si je viens sur test simplify et que je refais un run, cette fois-ci, j'ai bien toujours qu'une seule méthode qui a été exécutée, mais c'est plus la même. Cette fois-ci, c'est test simplify. Si je reviens à ce niveau-là et que je refais en étant en dehors d'une méthode un lancement de classe, cette fois-ci, tout va bien. Donc là, déjà, on voit, il y a plusieurs manières de déclencher nos procédures de test. Une autre manière aurait été de cliquer sur le rerun, ça relance le run précédent. D'accord ? Regardez, je viens ici, je fais bouton droit run en tant que JUnit test, j'ai lancé une méthode de test, laquelle ? Test addition. Si je refais rerun, vous voyez, il vous relance le précédent lancement. Il rejoue ce qui a été joué précédemment. Donc impeccable. Et puis vous avez encore d'autres possibilités. Les autres possibilités, vous les trouvez ici. Regardez, là je suis au niveau de ma classe. On se doute. Si je clique bouton droit Run as et que je demande une exécution dans JUnit, fatalement ça va se comporter comme avoir cliqué au niveau de ma classe ici. Donc il n'y aura pas de grosse différence. Je le fais pour la forme, mais on l'avait compris. Par contre, là où c'est plus subtil, c'est que je peux remonter dans les dossiers parents. Regardez, si je me mets ici, je peux encore faire une fois, je peux encore relancer un run as en tant que JUnit test.
La différence là, elle serait importante. C'est-à-dire que si j'ai d'autres classes de tests, imaginons j'ai fait une librairie mathématique, j'ai aussi des nombres complexes, des matrices, tout ce que vous pourriez imaginer. Bon, ben, si je fais un run as en tant que JUnit test au niveau de ce pactage, ben, ça va exécuter toutes les méthodes de test de toutes les classes localisées dans ce pactage. Au cas où j'aurais vraiment une très grosse librairie avec un très grand nombre de pactages, si je clique directement ici, bah ça va m'exécuter l'intégralité des tests qui seraient localisés dans mon répertoire test. Des fois, il s'avère même qu'on a plusieurs procédures, plusieurs batteries de tests, d'accord, plusieurs ensembles de tests, tout ça c'est des synonymes. Si vous avez plusieurs dossiers pour des tests unitaires ou d'autres types de tests, si vous remontez carrément au niveau du projet, bah c'est pareil, on retrouve encore une fois JUnit test, et là ça permettrait d'exécuter tous les tests présents dans le projet. Et il part en récursif dans tous les dossiers, dès qu'il rencontre un test, il va l'exécuter. Bon, ben voilà les différents points de déclenchement de vos scénarios de test. C'est à vous de choisir ce que vous voulez jouer. Imaginons, vous êtes en train de travailler temporairement là sur une méthode bien précise. Bon, ben certainement que vous aurez juste envie de lancer le test en lien avec ce que vous êtes en train de manipuler. Vous pensez avoir terminé votre développement, vous voulez le partager avec vos collègues. Sauf que il y a peut-être des régressions, il y a peut-être des petits effets de bord. Vous avez peut-être touché qu'il y a une partie du code, mais peut-être que cette partie du code fait qu'il y ait d'autres méthodes qui aujourd'hui ne marchent plus. On appelle ça une régression. Bon, ben, ce qui serait bien, c'est quand même de valider avant livraison à vos collègues qu'il n'y ait pas de régression constatée. Bon, ben, dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas jouer juste la méthode de test en lien avec vos modifications. Vous allez directement exécuter votre procédure de test dans son intégralité. Si tout se passe bien et qu'il n'y a aucune régression, vous pouvez cette fois-ci partager le code avec vos collègues les yeux fermés. Normalement, ça devrait bien se passer. D'accord ? Bon, je dis ça, mais ça dépend aussi si votre procédure de test elle est sérieuse. Si elle ne couvre pas tout le code que vous avez développé, s'il y a des parties de code qui sont non testées, fatalement, s'il y a des erreurs sur ces parties de code-là, vous ne les détecterez pas. C'est naturel. Donc, essayez de faire en sorte que votre procédure de test vérifie un maximum de choses. À partir de là, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur la manière de produire une classe de test, j'aimerais vous montrer quelques dernières petites possibilités. Regardez, je reviens ici, je vais redemander un assistant de type JUnit test case. On reste en JUnit 5, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. J'imagine une autre classe quelconque. Voilà, c'est bidon test. Pourquoi pas ? Vous avez vu ici, vous avez des cases à cocher que vous pouvez activer. Elles correspondent à quoi ? Elles correspondent à des actions qu'on peut faire à certains moments dans le cycle de vie de vos tests. Je vais commencer déjà par le setup et le teardown. D'accord ? Alors ces méthodes-là, elles sont historiques, en tout cas quant au nom. Le nom, il vient de JUnit 3. À l'époque, en JUnit 3, il ne fallait pas changer les noms. Ces méthodes, elles devaient très exactement s'appeler comme ça. D'accord. Sauf que les habitudes sont tenaces et donc aujourd'hui les gens continuent à parler de setup et teardown. Mais dans l'absolu maintenant les noms n'ont aucune importance. Vous pourriez appeler ces méthodes avec le nom que vous souhaitez. Ce qui importe c'est les annotations qui vont lui être associées. Regardez, je vais faire finish. Et donc j'ai une nouvelle classe de test qui a été gérée. Ici, vous voyez, j'ai un premier test. A priori, il ne va pas bien se passer. Voilà, allez, j'en fais un deuxième. Lui, c'est un test OK, KO, excusez-moi, parce que lui, il plante. Et là, on va dire que c'est un test OK, imaginons. Bon, si c'est OK, je vais rien mettre. D'accord ? Le fait de rien mettre, ça n'exécutera pas, mais comme il n'y a pas d'exception qui va déclencher, le test sera considéré comme étant en succès. Regardez, je m'amuse pour le moment juste à lancer ma classe de cette manière-là. Et donc, on est bien d'accord, j'ai un test en succès, un test en échec. Au passage, j'en profite, si je demande à jouer la procédure dans son intégralité, cette fois-ci, j'ai bien 2 classes de test qui ont été déclenchées. Sur ces 2 classes de test, il n'y en a qu'une seule qui porte une méthode qui a planté. Sur les 5 tests exécutés, il y a une failure. D'accord ? C'est cette méthode-là. Très bien. Maintenant, je reviens
sur ce que j'avais commencé à présenter. À quoi correspondent ces méthodes setup et teardown? C'est des méthodes qui vous permettent de préparer un contexte avant l'exécution d'un test et éventuellement de le libérer après l'exécution d'un test. D'accord? Pourquoi on dit each ici? Parce que s'il y a 10 tests, ça veut dire qu'avant chaque test, on aura eu l'exécution de cette méthode-là. Elle va déclencher cette méthode autant de fois que ce qu'il y aura 2 tests dans cette classe. Dans cette classe, j'ai 2 méthodes de test. Donc en gros, on va avoir un setup, test KO, teardown. On va relancer un setup, test OK, teardown. Pour le vérifier, regardez, ce que je vous propose de faire, c'est simplement des affichages sur la console. On va s'amuser comme ça. Si ici, je fais setup, si là, je fais un affichage teardown, si ici, je m'amuse à faire encore un affichage test OK, et puis pourquoi pas ici un test KO, regardez, je refais un rerun. Comme j'ai fait des affichages sur ma console, je les récupère à ce niveau-là. Et donc on voit bien que les méthodes setup et teardown ont été invoquées autant de fois que ce qu'il y avait de méthodes de test. D'accord ? À quoi ça peut servir ? Je ne vais pas aller à tout taper dans cet exemple-là, mais on fait preuve d'imagination. Vous avez besoin que vos méthodes de test aient une connexion à la base de données. D'accord ? Ce qui ne serait peut-être pas une bonne idée, c'est de faire en sorte d'ouvrir une seule et unique connexion une fois pour toutes, pourquoi pas dans le constructeur de votre classe. Parce que si vous faites ça, si une des méthodes de test met la connexion en porte-à-faux, du coup les tests d'après, quand ils vont s'exécuter, pourraient être impactés par les bêtises du test précédent. Donc quand vous écrivez une méthode de test, on vous demande de toujours faire en sorte que votre test il soit autonome et indépendant des autres. On ne doit pas présager de l'ordre d'exécution des tests et normalement, quel que soit l'état final du test précédent, le suivant doit correctement s'exécuter. Donc pour ce faire, on pourrait imaginer ici définir une connexion. Je tape du pseudocode, j'imagine quelque chose de ce type-là. Vous voyez, vous voulez une connexion à ce niveau-là, on imagine que là j'ai ouvert une connexion à une base ou à n'importe quelle autre source d'information sur laquelle vous voudriez vous connecter. Le fait que ce soit fait à ce niveau-là, alors peut-être que je ne l'aurais pas fait de cette manière-là, si je veux pouvoir le récupérer dans mes tests, le mieux c'est que ce soit un attribut au niveau de la classe. Donc là j'ai un private connection, voilà. Il est non initialisé pour le moment. Dès qu'on va rentrer dans le setup, d'accord, on imagine, j'initialise ma connexion. À partir de là, à chaque fois que j'ai fini, qu'est-ce que je fais ? Sur cette connexion, pourquoi pas, j'invoque une méthode de fermeture de ressources, imaginons, et donc je ferme ma connexion. Comme ça, quand ce test va s'exécuter, il aura ouvert sa propre connexion, il aura fait tout ce qu'il a à faire. Au final, j'ai libéré les ressources. Donc du coup, si j'ai une nouvelle méthode de test qui déclenche, on va réouvrir une nouvelle connexion propre et on ne devrait pas être impacté de l'état de la connexion par rapport au test précédent. Si vous avez ce genre de choses à mettre en œuvre, d'accord, essayez d'utiliser, pourquoi pas, ces méthodes setup et teardown. J'insiste bien, aujourd'hui les noms n'ont plus aucune importance, même si souvent on parle en ces termes. Vous avez bien vu, même l'assistant d'Eclipse continue à conserver ces termes historiques. Mais la chose qui importe réellement aujourd'hui, c'est surtout les annotations que j'étais en train de vous montrer, donc before each et after each. Ça tombe bien que j'ai réouvert la boîte de dialogue. Ce qu'on constate, c'est qu'il y en a encore 2 autres de méthodes. On a un setup before class et un teardown after class. C'est 2 méthodes que vous pouvez redéfinir. Que vous pouvez définir, et vous avez des annotations particulières. Voilà, j'aurais dû l'appeler autre test, ça aurait certainement été mieux. Rename. Voilà, je change le nom de ma classe, c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà. Et donc, si j'imagine au niveau de cette classe, encore une fois, avoir des méthodes de ce type-là, cette fois-ci, les méthodes before all et after all déclencheront qu'une seule fois.
Vous l'aurez compris, le nom est assez clair, hein, le nom de la notation indique bien ce qui va se passer. Si vous avez une chose à faire une fois pour toutes pour tous les tests, et si ce n'est pas gênant de le faire une fois pour toutes, bah dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ces deux méthodes-là. Là, bah vous faites votre acquisition de ressources, quelle que soit la nature de la ressource que vous pourriez considérer. Donc là, j'ai mon affichage. Et puis, à ce niveau-là, bah vous faites la libération de votre ressource pour relâcher tout ce que vous auriez acquis. Regardez, je relance juste cette classe-là cette fois-ci. C'est pour ne pas avoir trop de choses sur la console. Mais ce qu'on constate, c'est que là, il n'y a eu qu'une seule et unique fois le setup before class et le teardown after class. Mon message ici était un petit peu loupé. J'aurais préféré un after. C'était le copier-coller. Bon ben voilà, grâce à ces méthodes, vous pouvez préparer des contextes pour l'exécution des méthodes de test qui sont portées par votre classe. Bon ben n'hésitez pas à les utiliser si jamais c'est nécessaire. D'accord. Toutes les manips là que je viens de vous faire, hein, vous les retrouvez bien entendu au niveau de mon site. Hein, et donc j'ai essayé à grand renfort de capture d'écran et d'explication de bientôt reprendre ces différents aspects-là. D'accord. Bon ben voilà, j'espère que cette petite présentation de JUnit vous a permis de comprendre un petit peu comment on l'utilise. J'en ai pas tout à fait fini avec ces tests, hein. Je vais vous montrer dans les tutos suivants quelques points complémentaires très intéressants, et notamment ce qui peut être sympathique de coupler à JUnit, hein, c'est une analyse de couverture de code pour savoir la quantité de code qui a été concrètement testée par vos jeux tests JUnit. Bon, on verra ça dans le prochain tuto. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite. Bye.